Good, alors bon bah bienvenue tout le monde. Merci pour votre présence ce midi. Donc on va parler du Kilimandjaro spécifiquement. Bon, je vois qu'il y a. Je vais juste. Ah, c'est bon, parfait. Allô. Donc c'est ça, on va parler du Kili. Gros morceau, le Kili souvent c'est un voyage. C'est ça, ça fascine toujours un peu l'ascension du plus haut sommet de l'Afrique. Donc l'idée, c'est vraiment un peu de démystifier ça, de vous parler plus de l'ambiance. C'est sûr que je vais pas vraiment revenir sur l'itinéraire du jour par jour exact, parce que sinon, ça serait vraiment, vraiment long. Mais pour ça, par contre, ça me fera vraiment plaisir de vous en parler. Je veux dire, si vous avez la chance, que ça soit de venir au bureau autour d'une carte ou en tout cas, on peut se prévoir aussi des rencontres virtuelles, puis je vous en parle un peu plus encore en détail. Mais aujourd'hui, ça va être surtout de vous présenter les grandes lignes du voyage et l'esprit. Hop. Petite présentation, c'est sûr pour ceux qui, en fait, premièrement, moi c'est Ophélie. Alors, ça fait 6 ans que je travaille chez Caravanier. Je suis donc la responsable de notre voyage en Tanzanie et de plusieurs autres destinations en Afrique. Mais en tout cas, si vous appelez au bureau, il n'y aura pas que moi qui serai en mesure de vous parler de la Tanzanie. On est plusieurs à connaître bien la destination et à pouvoir vous en parler. Donc, alors c'est ça. On est. En même temps, hop, c'est ça. Je fais juste un petit test, voir. Ok, équipe Caravanier, parfait. Petite présentation rapide de notre équipe. En fait, Caravanier a 25 ans cette année. Ça a été fondé donc en 98. Fondé par Richard et Suzanne, qu'on voit centrale là sur sur notre petit diapo. Mais sinon, au bureau, on est peut-être entre 8 et 10 personnes qui travaillons autant au bureau que sur le terrain. Donc, quand vous appelez, souvent, vous parlez avec des personnes qui guident aussi. Ce qui fait que c'est vraiment une équipe de passionnés. Donc, pour tout ce qui est création de voyages, vente au bureau, puis en même temps, à côté, il y a aussi, ils sont pas tous là, évidemment, mais on a aussi une petite équipe d'une dizaine de guides, un noyau de guides vraiment avec qui on travaille depuis longtemps, qui gravitent aussi autour de Caravanier, puis c'est ça, qui sont plus sur le terrain, mais disons qu'au bureau, on est une petite dizaine à travailler. Alors c'est ça, l'équipe Caravanier, présentation globale. Ce qui fait aussi que le fait qu'on reste une petite équipe, je veux dire, c'est ce qui fait aussi qu'on se donne les moyens d'avoir toute la création de nos voyages. On aime ça c'est ça, de pouvoir penser. On s'occupe vraiment de tout de A à Z. Donc, on a encore cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, de se faire triper aussi en créant et en imaginant et en pensant nos itinéraires. On n'est pas trop gros pour s'y perdre. On reste encore assez petit pour pouvoir avoir la maîtrise de tout ça et rester vraiment des artisans dans notre métier. Et c'est vraiment ça qui est très le fun. Euh, un mot ensuite, hop, voilà, Caravanier. Donc, nos engagements puis nos valeurs, j'avoue que j'aimerais, je sais pas à quel point vous avez assisté à d'autres conférences, alors ça peut peut-être être un peu redondant, mais alors pour les nouveaux, en tout cas, je préfère quand même leur préciser. Mais c'est ça, Caravanier. Donc, c'est voyager et agir. Voyager, c'est le cœur de notre métier. C'est vous faire voyager depuis 25 ans. Puis, c'est vraiment le fondement de notre métier. Et agir, parce qu'on se donne aussi pour mission d'agir pour la planète. C'est sûr que ça peut paraître paradoxal pour une agence qui fait voyager les gens, où l'avion est nécessaire. Et c'est ce qui est clairement émet le plus de gaz à effet de serre dans notre offre. Mais en tout cas, on essaye énormément d'être le plus responsable possible, d'être le plus éthique, de compenser aussi de la meilleure des façons. Et donc agir, ça passe par là dans nos actions. On a énormément de réflexion derrière tout ça. On n'hésite pas à se remettre en question continuellement pour justement essayer d'être dans la meilleure voie possible. Et ça passe donc par plusieurs actions, en tout cas qu'on met en place depuis quelques années. Tous nos voyages sont compensés, on compense le crédit carbone de tous nos voyages depuis 15 ans avec Planétaire. Euh,
tout l'argent qui est remis à Planétaire vont dans des projets sociaux, environnementaux à travers le monde qui sont sélectionnés avec soin chaque année. On est membre aussi du 1% pour la planète, donc depuis 2018 à peu près. Et ça, c'est un organisme mondial en fait qui regroupe plusieurs entreprises, mais ça a été en tout cas une initiative aussi au Québec mis en place avec l'aide de Caravanier auprès de l'AEQ. Et c'est ce qui, en fait, donc dans tous nos voyages aussi, il y a 1% du chiffre d'affaires qui est donc reversé ou 1% pour la planète, qui, en tout cas au Québec, tous les montants qui sont récoltés via Caravanier, Nos Voyages et via l'AEQ sont ensuite réinvestis dans des projets environnementaux au Québec. Donc c'est vrai, c'est vraiment le fun. En tout cas, l'année dernière, il y a des sommes assez importantes qui ont été redistribuées pour la protection de nos rivières, entre autres, pas que. Il y a vraiment plusieurs projets qui sont votés. En tout cas, on pourra vous partager, vous en dire plus là, si ça vous intéresse. Il y a vraiment des belles découvertes à faire là-dedans. Donc c'est ça. Dans tous nos voyages, il y a la compensation carbone, le 1% pour la planète. On est partenaire du Leave No Trace, donc sans trace. On prend un soin acharné à vraiment suivre cette éthique-là dans nos voyages, de sensibiliser nos équipes locales aussi. C'est évident qu'on fait toujours en fonction aussi de la réalité des pays qu'on visite, parce qu'ils n'ont pas tous la même sensibilité aussi, et c'est bien normal. Ça reste aussi ça reste dans nos valeurs d'essayer de prendre conscience de tout ça et en tout cas, de prendre la meilleure direction possible. Donc, d'un point de vue environnement, bah oui, on essaye d'agir de la meilleure des façons. Socialement aussi, à travers nos équipes, en les soutenant, que ça soit dans des meilleurs salaires, des meilleures conditions. Puis justement, pour le Kilimandjaro spécifiquement, il y a plusieurs années maintenant qu'on a vraiment mis en place, qu'on a travaillé fort avec les équipes locales pour vraiment pour être plus juste en fait, pour suivre vraiment nos valeurs et comment dire, euh, pour que l'éthique suive aussi avec les équipes. Et ça peut être vraiment le Far West sur le Kilimandjaro en fonction des agences locales. Et nous, c'était super important que nos équipes bénéficient vraiment des meilleures conditions possibles, meilleurs salaires, en tout cas que les poids sont respectés, etc., etc. Je vais vous parler de l'équipe locale un peu plus tard. Mais donc, il y a un organisme qui s'appelle la CAPAP, qui est donc une association pour la protection des porteurs, pour permettre en fait que leur travail soit mieux encadré et que ça corresponde vraiment à des valeurs, à des belles valeurs et qu'on suive une certaine éthique. On suit justement toutes les directives qui sont mises en place par la CAPAP. Et donc, comme je disais, ça passe par les salaires, des bonnes conditions, les repas, le poids des bagages, bref, ça englobe tout ça et c'est ce qui fait, c'est ce qui garantit en tout cas d'une agence qu'elle a, en tout cas qu'elle est dans la bonne direction pour ce type d'expédition, du moins, où justement il peut y avoir énormément de différences. Donc, on passe au vif du sujet. Alors, notre voyage Tanzanie, Meru, 3 sommets du Kilimandjaro. Donc, je le répète, si jamais il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas dans le Q&R, je les prendrai à la fin. Donc, notre voyage. Pour vous situer un peu, donc la capitale, c'est Dodoma, mais on n'y va pas du tout. Nous, on va vraiment se concentrer dans la partie nord de la Tanzanie. Puis on arrive à Arusha. Et on va vraiment rester dans ce coin-là. Il va y avoir 3 chapitres, disons, à ce voyage. Notre premier chapitre va être donc le mont Meru. Et ensuite, donc en premier trek. Ensuite, on s'embarque sur le Kilimandjaro qui est juste ici. Et on va terminer dans le coin donc, pour le safari, le Serengeti et le Ngorongoro, donc pour terminer en beauté ce beau voyage. Au niveau de la géographie, pour vous situer aussi un peu, donc on est vraiment au cœur de la vallée du Grand Rift, qui est, je veux dire, c'est un ensemble géologique constitué d'une série de failles tectoniques et de volcans, puis qui s'étend sur à peu près 6 000 kilomètres du nord au sud. Donc ça part vraiment, je veux dire, la vallée du Grand Rift, ça part de la Syrie quasiment jusqu'au Mozambique.
Et c'est vraiment, ça traverse vraiment l'Afrique de l'Est, dont la Tanzanie. Et c'est ce qui a donc créé, ou en tout cas les plusieurs volcans, dont le Kilimandjaro, le Meru, le Ngorongoro, donc ont pris naissance dans cette vallée du Grand Rift là. Tous des volcans qui sont inactifs aujourd'hui, mais donc proviennent de ces failles tectoniques là. Alors voilà. Après, on a Zanzibar, juste pour ceux qui veulent prolonger. J'en parlerai pas tant, parce que c'est tellement, je veux dire, c'est tellement facile de s'organiser, mais c'est souvent un must pour beaucoup de nos voyageurs de terminer les pieds dans l'eau à Zanzibar. Donc, c'est la petite île qu'on voit au large ici. Ça prend un petit vol interne, puis ça se fait super bien. Donc, comme je disais, on va avoir trois parties dans ce voyage. Notre premier chapitre, c'est le mont Meru. Donc, c'est un 4 jours, 3 nuits. Je vous ai mis la petite carte juste pour vous situer. Donc, le mont Meru, si je le resitue juste avant, là, c'est juste ici. Donc, c'est vraiment à 1h30, 2 heures d'Arusha. Euh, Avant d'embarquer sur le mont Meru, juste pour vous préciser aussi qu'à Arusha, on y dort. Puis, c'est un petit peu notre camp de base. On va être toujours dans le même hôtel entre chaque étape du voyage. Donc, quand on va partir pour le Mérou 4 jours, vous pouvez laisser des choses en consigne, des bagages à Arusha, parce que vous allez les retrouver entre le Mérou et le Kili. On revient au même hôtel, on refait ses bagages. Vous pouvez laisser des choses pour le safari, par exemple, à Arusha, parce qu'entre le Kili et le safari, on revient également à Arusha. Donc, c'est vraiment notre zone, notre camp de base ici. On y reste et on transite entre chaque étape. Donc, c'est ça. Donc, Meru, on est dans le parc national d'Arusha, qui est un petit parc, qui est un des plus petits parcs qu'on trouve en Tanzanie, mais qui est juste hallucinant, justement. En tout cas, moi, c'est clairement un de mes parcs préférés. Et en termes de diversité, en tout cas, en l'espace de 4 jours sur le Meru, on est capable vraiment d'avoir une diversité, autant de faune et de flore, qui est assez hallucinante. Souvent, il peut y avoir des balades là, dans ce côté-là du parc, on n'y va pas vraiment, parce que là, c'est plus pour des safaris qui peuvent se faire à la journée très très facilement. Nous, on se concentre vraiment plus dans la partie ouest du parc, où se trouve donc le cratère du Meru. Euh, Momela, là, c'est ici notre porte d'entrée. Donc, pour vous situer un petit peu, on va arriver comme ça, Nyakamba, on dort à Saddle Hut. Ici, c'est la fameuse crête dont je vais vous parler bientôt. Et c'est ça. Donc, on se concentre dans cette partie-là du parc. Alors, donc le Mérou, la raison pour laquelle on le fait, c'est premièrement parce que c'est très beau. Moi, je trouve que les paysages sur le Mérou sont bien plus beaux que ceux qu'on peut trouver sur le Kili. C'est vraiment une forêt luxuriante. On est vraiment dans la jungle les 2 premiers jours. On commence à partir de 1500 mètres d'altitude et on va monter progressivement, en sachant que le sommet du Mérou est à 4500 mètres. Donc, il y a vraiment une grande, grande diversité en peu de temps. On peut croiser donc sur le Mérou, je veux dire, on traverse des plaines, donc on peut croiser des buffles qui sont en nombre au parc national d'Arusha. On peut croiser des colobes qui sont des sortes des singes noirs et blancs qui ressemblent un peu à des grosses moufettes. J'aime ça, cette image-là. On peut croiser des girafes. Bref, il y a vraiment une grande, grande variété dans le parc, mais vraiment la végétation est pour moi assez marquante aussi. Donc, c'est la première raison, parce que c'est super beau. Puis, je vous ai pas encore montré les photos du cratère, mais c'est lunaire. On est dans un autre monde. Euh, et sinon, la deuxième raison, c'est l'acclimatation. On a, c'est une excellente mise en jambe en fait. Ce premier trek vraiment permet de débuter, d'avoir une excellente acclimatation avant de débuter le Kilimandjaro. Ça nous permet d'y aller justement en douceur. On va quand même à un pic à 4500 mètres, puis mine de rien, c'est des journées assez exigeantes, surtout la journée d'ascension du Mérou parce qu'elle arrive en début de voyage. Euh, mais tout ça, mis ensemble, fait que c'est vraiment une bonne mise en jambe pour débuter le voyage. Ça, c'est le petit Mérou. Donc, comme je disais, on va monter progressivement. Donc, c'est 4 jours, 3 nuits. À chaque jour, on monte d'à peu près 1000 mètres. Donc, on va grimper. Donc, la première journée, on part de 1500, on arrive à 2500. Troisième journée, on arrive de 2500 jusqu'à 3500. Là, ce qu'on voit, c'est le petit Mérou. Donc, l'après-midi, on va aller rejoindre le petit Mérou qui est à 3800 mètres. Puis là, on voit
du Petit Mérou. Ça, c'est la vue qu'on a sur ce qui nous attend le lendemain, qui est la fameuse crête jusqu'au sommet du Mérou. Donc, donc c'est ça. On fait un 3800, on redescend, on redort à 3500 mètres. Donc, c'est parfait. On fait travailler nos globules rouges et on est prêt pour notre ascension du lendemain pour aller atteindre le sommet donc à 4500 mètres. C'est assez spectaculaire là quand il fait beau comme ça, puis c'est dégagé. Comme je vous disais, on change vraiment d'environnement. On passe d'une forêt dense, tropicale, humide, il peut faire chaud, à justement, plus on monte, là, passer 3500 mètres, ben là, ça devient de plus en plus lunaire, c'est volcanique, c'est rocailleux, c'est désertique. On est vraiment dans une sorte de désert de roches d'altitude. Alors, puis les vues sont encore une fois assez surprenantes et vraiment hallucinantes. On dort en refuge sur le Mérou. Exemple de petit refuge qu'on a. Je vais juste regarder voir si tout le monde va bien. Ok, parfait. Je réponds aux questions juste après le Mérou. Comme ça, je vais essayer de répondre à chaque étape du voyage. Les refuges, c'est ça, le Mérou, l'avantage aussi du Mérou, c'est qu'il est très peu fréquenté. C'est un peu le grand oublié dans l'ombre du Kilimandjaro. Donc, il y a peu de monde quand même qui font le Mérou quand on compare à son voisin. Ce qui fait que bah, c'est ça, on dort dans des refuges. Souvent, je veux dire, on est capable d'avoir c'est des chambres dortoirs de 3 4 personnes. C'est rare que tous les baraquements soient complets. Donc, on a aussi un peu plus d'espace. Donc, comme je disais, nuit en dortoir, c'est convivial bah, pour les repas. Là. Hop, j'essaie de passer mes images en même temps. Voilà. Donc c'est ça, on prend toujours les repas en dedans, il y a des sanitaires, ça reste qu'on est toujours accompagnés, nous, par la même équipe locale du début à la fin. Donc pour le Kili, pour le Mérou, pour le Safari, on a le même cook, on a le même cuisinier, les mêmes guides locaux aussi. Je vous parlerai un petit peu plus de l'équipe locale tantôt. Mais évidemment, sur le Mérou, c'est juste 4 jours, donc l'équipe locale est un peu plus réduite, on a un peu moins de monde avec nous, même si on parle quand même de entre 20 et 30 personnes de l'équipe locale qui nous accompagne sur le Mérou, dépendamment du nombre de personnes qu'on a aussi dans notre groupe. Si on est un groupe de 10 12 voyageurs, bon, ben, à ce moment-là, on a à peu près entre 20 et 30 personnes de l'équipe locale pour nous assister. Euh, Ensuite, donc, la troisième journée du Mérou, c'est la journée d'ascension. C'est certainement l'une des plus grosses journées de votre voyage que vous risquez très certainement de trouver plus difficile que les autres parce que c'est normal, elle arrive en début de voyage, vous êtes encore en train de vous acclimater. Puis mine de rien, on fait quand même un bond aussi en altitude cette journée-là. L'avantage, c'est que c'est vraiment, on monte 2000 mètres, mais on redescend la même journée. Donc on y va vraiment dans cette progression-là. C'est sûr que l'altitude, bon, bah, il n'y a pas de secret, on ne peut pas vraiment s'acclimater en amont, c'est sur place que ça se fait. L'hydratation, c'est super important. Il y a plein de clés qui vous sont données évidemment sur place pour y aller en douceur. Le rythme de marche est volontairement beaucoup plus lent. Donc tout ça fait que c'est une grosse journée d'ascension, mais parce qu'on prend aussi notre temps. On part, c'est une des rares journées où on va partir à la noirceur, peut-être vers 4 5 heures du matin pour aller justement marcher sur cette crête. Les photos, la crête peut paraître parfois impressionnante en photo, elle l'est moins en vrai là pour ceux qui sont sensibles aux hauteurs, qui ont un peu de vertige. C'est pas du tout aussi vertigineux que ça en a l'air, mais c'est absolument magnifique parce que de cette crête-là, on a vraiment une vue sur le cône sphérique du Mérou, le cratère complètement égueulé. Et au loin, quand c'est dégagé de cette façon, ben, on voit vraiment le Kili. Donc, on a l'objectif de notre prochaine montagne en vue, comme ici. Donc, avec le lever de soleil, c'est juste absolument magnifique. Donc, c'est une grosse journée. Je vous le cache pas, bonne journée d'ascension où c'est à peu près 1000 mètres donc de montée. On part de 3005, on arrive à 4005 à peu près. Et on redescend, on redort au même endroit que la veille, donc dans le même refuge à 3500 mètres. Le Mont Mérou, en soi, il n'y a rien de technique. C'est une marche, beau sentier, en haute altitude. Par contre, en arrivant vers le sommet, il peut y avoir de la roche, un peu comme ça, où on s'aide un peu plus des mains. On n'est pas dans de l'escalade, on n'est pas dans de l'alpinisme, mais il peut quand même y avoir un peu plus de roches. Mais on parle de vraiment des derniers mètres pour arriver au sommet. Donc, c'est pas mal, ouais, pas mal
petites caractéristiques un peu plus spécifiques, là, je dirais, au niveau de la marche. Mais sinon, les sentiers sont super beaux là sur le Mérou. Et c'est ce qui fait, c'est ça, c'est ce qui fait que ça reste très, très accessible. Même si, encore une fois, il faut être en forme parce que ça reste des bons dénivelés quand même quotidiennement. Alors voilà, la belle vue qu'on a du sommet. C'est vraiment spectaculaire, j'ai pas d'autres mots. Moi, j'avoue qu'on part de la jungle, puis on arrive ici, c'est quand même assez hallucinant. Donc, on redescend, ensuite, on redort donc à Saddle Hut à 3500 mètres. Et notre quatrième journée, c'est une longue journée de descente où là, on va aller rejoindre la sortie à 1500 mètres. Donc, on a un bon 2000 mètres de dénivelé dans les genoux en descente. Mais on retrouve de l'oxygène, on est content. On retrouve aussi justement les grandes plaines. On peut croiser encore une fois des girafes, des buffles, des colonnes. C'est comme un safari à pied en fait ces journées-là quand on est dans le parc. Donc c'est vraiment très très beau et en tout cas je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est une super belle, super beau premier trek, belle mise en jambe, exigeante, qui va vous demander beaucoup d'efforts. Mais encore une fois, qui va vraiment vous permettre d'amorcer le Kili dans de meilleures conditions. Alors, Mérou, est-ce qu'il y a des questions? Je fais juste un petit check. Les buffles sont-ils agressifs? Alors, les buffles solitaires peuvent être agressifs. Quand ils sont en groupe, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est la raison aussi pour laquelle on a toujours un ranger armé avec nous sur le Mérou. C'est le seul endroit du voyage où on va avoir un ranger armé avec nous. Parce que justement, les buffles, je veux dire, arrivés à un certain âge, ils se séparent du groupe, ils vivent seuls et ils peuvent devenir un peu aigris, disons, voire potentiellement agressifs s'ils se sentent en danger. Je vous rassure, il n'y a jamais eu aucun problème dans nos voyages. On n'a jamais rencontré de buffles aigris sur nos groupes. Mais par mesure de sécurité, on a toujours un ranger avec nous pour essentiellement la première journée, la dernière journée de trek où on est en plus basse altitude et où on pourrait potentiellement les rencontrer. Mais bon, en tout cas, on n'a jamais eu cette expérience de rencontre. Je regarde ok, j'espère que ça a répondu. Parfait. Alors ensuite, deuxième étape, donc comme je disais, on termine Meru, on retourne à Arusha, on refait nos affaires et la direction Kilimandjaro. La logistique est sensiblement la même. Vous avez toujours accompagné par des porteurs sur le Kili et sur le Meru. Donc la journée, vous portez seulement un sac à dos de jour, donc un 30-40 litres, ça suffit largement. C'est pas nécessaire de porter plus parce que vous portez votre eau, votre nécessaire pour la journée, collation, boîte à lunch. C'est ça, 40 litres, là, vous avez en masse. Le reste de vos bagages, donc c'est vraiment les porteurs dans des sacs souples qui s'en occupent, donc autant pour le Mérou que pour le Kili. Alors, le Kili, bien choisir sa voie. Effectivement, c'est super important. Je vous encourage vivement quand même à comparer, à regarder ce qui est offert par d'autres agences, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Et en même temps, souvent, les options se ressemblent. On n'empêche que le Kili, c'est une montagne qui amène beaucoup de monde, parce que ça reste il fait partie des 7 plus hauts sommets, mais ça reste un sommet qui est accessible à tout bon randonneur en forme, parce que justement, c'est pas une randonnée technique. On n'est pas dans l'alpinisme. Donc, pour toute personne bien préparée, en forme physiquement, je veux dire, on est capable de s'aventurer sur le Kili sans nécessairement rentrer dans quelque chose de technique. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a à peu près 60 000 personnes par année qui s'aventurent sur la montagne. J'ai plus les chiffres en tête là sur les voies d'ascension, mais sachez qu'en général, la voie Matchamé, c'est la voie qu'on voit, c'est la voie ici. C'est pas mal la plus populaire. En fait, il y a plusieurs voies. Si je vous fais un petit historique rapide là, des voies d'ascension, la voie Marangou en vert qu'on voit ici, ça c'est la première voie d'ascension qui était la plus populaire à l'époque parce que c'était aussi une voie qu'on pouvait faire en refuge, la seule qu'on peut faire en refuge, mais c'était un aller-retour. Et elle était quand même assez rapide. Donc il démarrait de 1800 mètres à peu près pour arriver jusqu'à donc le sommet, ça fait quasiment 5009. Ensuite, finalement, elle a été renommée la Coca-Cola Road parce que vraiment, victime de son succès.
Ensuite, il y a eu la voie Matchamé, qui était très belle, qu'on a proposée pendant longtemps, les premières années, parce que justement, c'était une belle alternative à la voie Marangou, et qui reste encore aujourd'hui certainement maintenant la voie la plus populaire du Kilimandjaro. Donc la voie Matchamé, elle part d'à peu près 1 100 mètres, 1 600 mètres. Elle grimpe, elle rejoint un peu le plateau de Chira et ensuite, hop, on bifurque vers le sud, le fameux mur de Barranco qui est quand même assez petit passage technique si vous lisez là-dessus. Et vous arrivez au camp Barafou, qui est le camp de base principal de la plupart de toutes les voies d'ascension au Kili et qui permet l'ascension finale depuis le camp Barafou, qui est une longue ascension. Souvent, les gens partent vers 23 h, minuit, marchent toute la nuit, arrivent au lever du soleil et redescendent. Ça, c'est la voie de descente en rose pour tout le monde, même pour nous. On descend, on redescend par la voie Mueca. Donc, bref, pour les gens qui font l'ascension depuis le camp Barafou, c'est une longue, longue journée de marche. Ensuite, on a les autres voies qui commencent à se développer un peu plus, la Chira et la Lemosho qui débutent un peu plus haut. Et souvent, arrivées ici, elles bifurquent aussi vers le sud pour aller rejoindre le camp Barafou ici et pour arriver ensuite, bah, même chose, même itinéraire pour atteindre le sommet. On a une voie d'ascension qui part du Kenya, qui est la voie Rongai, qui est très peu fréquentée. Et en général, ils partent d'ici, ils arrivent à Kibo, qui était ici le camp de base principal pour la voie Marangou dont je vous parlais tantôt. Et même chose, un peu comme Barafou, ils partent très tôt, 23 h minuit, marchent toute la nuit pour atteindre le sommet, et ensuite ils redescendent. Et ensuite, on a la voie nord, qui est donc la nôtre. Quand je vous parlais justement au tout début de la présentation de nos valeurs, notre éthique, la façon dont on pense aussi, nos itinéraires, en fait, je vous ai surtout parlé de nos engagements environnementaux puis de nos équipes, mais ça passe aussi par notre, façon de penser nos itinéraires, en fait, et ça devrait être la raison, en tout cas, à mon sens, c'est la raison pour laquelle vous devriez avoir envie de voyager avec Caravanier, c'est justement pour cette raison-là. Parce que, parce qu'on met vraiment un soin, acharné et précieux à toujours remettre en question nos itinéraires pour être sûr que c'est toujours en lien, en tout cas en marge ou en cohérence avec nos valeurs et ce qui nous fait profondément triper. On veut avoir du fun dans nos itinéraires. On veut, être toujours confiant quand on propose un itinéraire et pour moi, le Kili, c'est vraiment le cas, d'un itinéraire pour lequel on est toujours très fiers de proposer parce que par exemple, si je prends un exemple, le camp de base de l'Everest au Népal, on l'a proposé pendant longtemps. On a finalement décidé d'arrêter de le proposer il y a quelques années parce qu'on ne s'y retrouvait plus. On trouvait pas qu'on apportait une différence notable sur l'itinéraire, un itinéraire qui est hyper populaire, hyper fréquenté. Hem, je veux dire, on allait faire le camp de base comme toutes les autres agences sans nécessairement beaucoup se différencier. Le camp de base de l'Everest, bon, bah, c'est ça, c'est beaucoup de monde, c'est pas nécessairement plus il y a de monde, en tout cas, moins il y a de respect de l'environnement. Donc pour toutes ces raisons, ça nous tentait plus. Le Kili, si c'était le même cas de figure, si vraiment on se retrouvait, dans par exemple, la voie Matchamé, si on a arrêté de la proposer à l'époque, c'est parce que justement on s'y retrouvait plus. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde. On perdait, notre touche aussi en proposant cette voie-là. Donc on a arrêté de la proposer et par chance, on a réussi quand même à trouver une voie alternative qui est la voie nord et encore aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on la propose et on est toujours confiant avec cet itinéraire. On sait qu'on prend toujours beaucoup de plaisir et on sait aussi qu'en ayant le Mont-Mérou en premier avec le Kili de cette façon, on propose clairement le meilleur itinéraire à notre sens pour atteindre le sommet du Kilimandjaro. Alors pour toutes ces raisons, c'est ce qui fait qu'on est encore aujourd'hui très, très, très confiant avec cet itinéraire. Donc rapidement, notre itinéraire, nous, on passe par le Chira. On prend la voie ici qui contourne en fait la voie nord, pour atteindre, School Hut. Puis en fait, c'est ça, on va dormir dans le cratère. Là, on voit pas très bien les campements qu'on utilise, mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Mais on dort dans le cratère du Kilimandjaro à 5 700 mètres, ce qui nous fait une ascension finale très raisonnable, avec le sourire et avec beaucoup plus de plaisir qu'en passant par les autres voies, plus classiques et on redescend ensuite, par ici. Donc le Kili, si, je montre, maintenant un peu plus de photos. Le Kili, en fait, c'est un massif qui date donc depuis plusieurs années et qui comprenait 3 volcans. Il y avait le volcan de Chira, donc qui s'est effondré il y a plusieurs millions d'années, maintenant
et qui laisse place à une sorte de grand plateau. À partir de et puis, donc nous, on commence du plateau de Chira qui est à partir de 3 500 mètres. On commence déjà à 3 500 mètres, ce qui est parfait parce qu'on est déjà bien acclimaté avec le Mérou. On a déjà dormi, plusieurs nuits à 3 500 mètres. Donc on débute, d'ici. Hem, je parlais de 3 volcans sur le Kili. Donc il y a le Chira, il y a le Kibo qui abrite le sommet donc de Uru qu'on va atteindre et il y a le Mawenzi, qu'on va voir plus tard justement, qu'on a la chance de voir, bien, en contournant le Kili comme on le fait. Donc en passant par la voie Chira, beh, déjà en étant à 3 500 mètres, 3 500 mètres, on a déjà une faune, une flore qui est, assez spécifique. Les arbres, je veux dire, on n'est plus dans la jungle comme à 1 500 mètres. Là, on a vraiment déjà des plus petits arbustes, et assez vite, on va tomber vraiment dans de la roche, volcanique, plus on monte. Là, par exemple, c'est les pics Mwawenzi qu'on va pas grimper parce que ça, ce serait beaucoup trop technique puis, bien trop long, mais qu'on voit, sur notre itinéraire, très bien. Donc le Kili, c'est vraiment une approche, en tout cas, c'est vraiment faut se mettre dans un mode, expédition. Là, vous allez rencontrer votre équipe locale à l'arrivée. Comme je le disais, vous êtes accompagné. En fait, je me garde l'équipe locale pour après, j'ai pas trop envie d'en parler maintenant, mais vous êtes toujours accompagné, encore une fois, par, une belle équipe de porteurs, votre guide caravanier aussi, évidemment. Et c'est l'ambiance. En tout cas, moi, quand je parle du Kili, souvent, c'est vraiment l'ambiance plus que les paysages. C'est le défi physique en soi, c'est la volonté d'atteindre, un sommet, mais c'est vraiment l'expérience sur la montagne qui est, à mon sens, marquante. Le Mérou, c'est les paysages. Le Kili, moi, je trouve, c'est l'expérience sur la montagne qu'on retrouve. La vie sur les campements, ça fait partie de la préparation. C'est sûr que le Kili, ça c'est encore une fois, c'est un voyage qui, dans son ensemble, qui vous demande une bonne préparation physique. Il faut vraiment pas sous-estimer l'ascension, même si c'est pas technique. Mais il y a le mental aussi, une bonne préparation mentale. Donc, faut être prêt à dormir, sous tente. Donc c'est 7 jours sur la montagne, 7 jours, 6 nuits. Et il peut faire froid, il peut pleuvoir, il peut y avoir un gros soleil, bref, on peut avoir, ça peut venter, il peut y avoir de la poussière, bref, on peut avoir, plusieurs situations sur la montagne. Mais on fait en sorte quand même, d'être confortable, en tout cas d'être super confort. Donc on fournit les tentes, c'est des tentes 3 places, mais vous êtes toujours 2 par tente. On fournit les matelas de sol, les petits oreillers, il y a des petites lampes, il y a des, tentes douches également, qui sont installées sur les campements. Une grande tente repas également pour prendre, les repas le matin, le soir. Le midi, souvent, c'est des petits pique-niques. Donc exemple, c'est toujours très convivial. Les repas, on mange, quand même super bien, en tout cas sur le Kili. C'est sûr que les boîtes à lunch peuvent être parfois un peu redondantes, puis on fait dans la mesure du possible aussi compte tenu des circonstances. Donc les boîtes à lunch sont plus, simples, je dirais, mais les soirs, en tout cas, on se rattrape. C'est toujours super varié, que ça soit féculents, légumes, de la viande, des soupes, toujours des très bonnes soupes aussi pour commencer. Bref, c'est toujours en opulence. On manque vraiment pas, puis même chose pour les déjeuners. On mange super bien, c'est toujours super varié. En tout cas, on est vraiment gâtés là. Ils prennent vraiment soin de nous et moi, je suis toujours hyper impressionnée, de voir ce qu'ils sont en mesure de faire, peu importe l'altitude, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent et dans n'importe quelles conditions, ils peuvent vraiment faire des miracles. Et là, je parle du Kili, mais ça vaut pour beaucoup de nos équipes locales, que ce soit au Népal, au Pérou, bref, au Maroc, un peu partout là, ils sont vraiment extra. Alors c'est ça. Donc la vie sur les campements, ça ressemble à ça. Il y a des temps de toilette aussi évidemment qui sont installés, chaque jour. Notre équipe, clairement la force de ce voyage et c'est clairement, c'est définitivement grâce à eux qu'on est en mesure de pouvoir atteindre ce sommet-là dans ces conditions-là. Ils sont, c'est ça, donc là, exemple, parfait, vous êtes accompagnés toujours par un guide caravanier qui part d'ici, qui a évidemment, tout son bagage, de formation, que ce soit en premier soin en région isolée, formation en altitude et cetera. Mais puis qui travaille vraiment main dans la main avec, notre équipe locale, sur place. Donc vous êtes accompagnés aussi par des guides locaux tanzaniens qui parlent bien anglais. On a aussi donc toute l'équipe de porteurs,
qui parle anglais parfois plus sommairement. Donc, à vous aussi de faire en sorte d'apprendre un peu quelques mots de Swahili. Ça leur fera toujours plaisir. Puis vous allez voir qu'ils sont toujours, toujours très partants d'engager des conversations avec vous là en voyant que vous faites l'effort. Donc, c'est toujours très le fun. Puis ils ont une énergie débordante. Là, c'est un bon exemple. En tout cas, le Kili, vous allez rencontrer votre équipe. Donc, le jour 1, vous allez voir, ça grouille de partout. Je vous disais, sur le Mérou, on est à peu près entre 20 et 30 personnes de l'équipe locale à vous accompagner. Sur le Kili, si vous êtes 10 à 12 voyageurs, ça peut être entre 50 et personnes de l'équipe locale. Donc, c'est vraiment une petite armée là, qui travaille avec nous, pour monter et démonter les campements. Bref, ils font vraiment un travail extraordinaire. Donc, puis c'est sans compter l'énergie, les sourires, je veux dire, c'est assez fou là, l'énergie qui émane sur les campements. Ça chante, ça danse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, bref. Moi, personnellement, si je retourne sur le Kili demain, là, c'est clairement pour l'équipe et ce qu'ils amènent et l'énergie parce que ça joue beaucoup, beaucoup. Donc évidemment, bah, c'est ça, il nous accompagne, quotidiennement, il s'occupe, en tout cas, il y a toujours une occasion pour faire la fête. Ça, c'est par exemple au retour du Kili, donc à la fin du voyage, il y a fait comme une grande, grande cérémonie. Ce qui nous différencie aussi beaucoup, des autres itinéraires, donc ça va être la nuit, la fameuse nuit dans le cratère. En montant, donc en contournant, en passant par la voie nord, bah, c'est ce qui va nous permettre d'aller dormir notre dernière nuit avant le sommet, dans le cratère, au pied des glaciers, à 5 700 mètres, et finalement d'avoir une ascension finale de 2 heures à peu près, d'une heure et demie, 2 heures, et d'arriver bah, avec le sourire au sommet. C'est sûr que 5 700 mètres, bah, c'est haut. Ça reste, bah, ça reste très engageant. Je ne vous dis pas que ça va être la meilleure nuit de votre vie. Et encore une fois, l'altitude d'une personne à l'autre peut être vécue très, très différemment. Mais vraiment, le gros point fort, bah, c'est de pouvoir voir ces glaciers-là qui sont je veux dire, d'année en année, on voit malheureusement qu'ils fondent à vue d'œil. Donc, c'est encore une chance qu'on a de pouvoir les observer. Je pense qu'il y a encore 20, 30 ans et malheureusement, ça sera peut-être plus possible. Donc c'est ça, on est chanceux de pouvoir dormir dans ces campements-là. Et souvent, bah, souvent, il n'y a pas grand monde. Je veux dire, là, ça dépend encore une fois de la saison. Ça peut être été ou hiver. Il peut y avoir de la neige au sol, comme là, c'était en hiver, en janvier, février. Mais sinon, bah, il y a pas grand monde qui dorme dans le cratère aussi. C'est très rare si on a un autre groupe qui dort avec nous, c'est assez exceptionnel. Ça prend des permis pour dormir à cet endroit-là. C'est très haut aussi. Ça serait pas sécuritaire pour la plupart des voies classiques. Nous, si on se permet de dormir à cette altitude-là, c'est qu'on a eu assez de journées en altitude avant. On a eu le Mérou, puis on a proposé assez de journées sur le Kili. Sinon, on ne le proposerait pas si on faisait juste l'ascension par les voies classiques du Kili. Là, on voit, exactement, là, on voit le cratère, on voit qu'on a un dernier raidillon en arrière pour aller atteindre donc l'ascension finale. Je mets quelques photos du glacier parce que c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Là, pour ceux qui ont encore un peu d'énergie, ben, on peut aller s'approcher, aller le toucher. Dites-vous que l'équipe locale, c'est de l'eau des glaciers qu'ils vont chercher pour pouvoir nous approvisionner en eau. Donc c'est vraiment, en tout cas, c'est assez flyé. On voit très bien là, justement nos campements en bas et le dernier push pour atteindre le sommet. De partir de cette façon, c'est la deuxième nuit en fait où on part à la noirceur. Mais quand je dis la noirceur, c'est partir vers 4 5 heures du matin, donc c'est pas non plus très exagéré. On commence notre marche donc avec les frontales. Il peut faire froid, mais on y va très doucement. Finalement, il nous reste à peu près 200 mètres à monter, en tout cas à parcourir pour atteindre le sommet. Comme je disais, 1 heure et demie, 2 heures en prenant vraiment notre temps. Mais c'est ce qui nous permet bah, d'arriver par une arête, un côté que personne ne voit jamais du Kili. On est vraiment tout seul d'arriver. On arrive en fait par en arrière la pancarte, hein, on le voit. Ouais, on voit très bien ici. On arrive donc vraiment en arrière de la pancarte, ce qui fait qu'on a vraiment un sentiment d'arriver seul au sommet, ce qui est vraiment, vraiment très, très cool. Et ben voilà, donc on arrive au sommet à 5 895 mètres, donc bien mérité.
Encore une fois, dépendamment, là, on peut être chanceux, avoir une belle visibilité, une belle météo bien dégagée. On est en montagne, ça peut être imprévisible, ça peut être aussi très nuageux. Mais en tout cas, en général, quand même, le fait d'avoir fait l'ascension de cette façon, bah, c'est ce qui nous permet d'avoir encore assez d'énergie, en tout cas, pour pouvoir redescendre et garder le sourire. Comme je disais au niveau de la descente, ben, on n'a pas le choix. C'est là qu'on va commencer à croiser le plus de monde parce qu'on va croiser ceux qui continuent de monter. Et c'est souvent là le clash où on se rend compte que ben, on est chanceux d'être passé de l'autre côté et d'avoir fait notre ascension en peu de temps parce que pour les gens qu'on croise, ça fait certainement 7 heures qu'ils marchent dans le noir, donc un peu moins le fait. Mais donc, longue descente, une journée et demie de descente, évidemment, tout ce qu'on a monté, tout ce qui monte, tout ce qui a été monté se redescend. Donc, des bonnes journées aussi pour les genoux. Mais encore une fois, on retrouve de l'oxygène, on retrouve la forêt un peu plus luxuriante de fin de parcours. Donc, très le fun. Puis, on fait la fiesta en terminant le Kili au restaurant, tous ensemble. Et voilà, fin de notre deuxième chapitre. Est-ce qu'il y a des questions pour le Kili? Ça a l'air d'aller pour l'instant. N'hésitez pas si jamais il y a de quoi en même temps. Euh, j'ai réfléchi rapidement si j'oublie pas quelque chose par rapport au Kili, mais je pense qu'on est pas mal bon. Donc là, terminé, comme je disais, Kili, on fait la fête, restaurant, ça nous permet de vraiment décompresser une bonne fois. On refait nos affaires parce que directement le lendemain, on repart direction le safari pour un 4 jours, 3 nuits, où là, vraiment, on change complètement d'ambiance. C'est les vacances qui commencent finalement. Et voilà, la petite carte. Donc, pour vous resituer, Arusha, on était là. Le Meru, il est juste là. Le Kili, il était là. Et ensuite, c'est dans cette direction qu'on s'en va. Donc, le Serengeti pour passer nos 2 nuits. Et ensuite, le cratère du Ngorongoro qui est là. On va dormir une nuit aux abords du cratère. Donc, c'est assez hallucinant. Alors, première étape, c'est le Serengeti. Donc, c'est vraiment une longue route. Là, quand vous le voyez, c'est vraiment une longue route. Mais c'est normal. Je veux dire, ça se mérite d'aller dans le Serengeti. C'est des plaines infinies. C'est à peu près 20 000 km², donc c'est vraiment très grand. C'est sûr qu'on a on n'a pas le temps de le parcourir, c'est une infime partie qu'on parcourt. Mais déjà, la journée de route, c'est une journée, moi, à mon sens, de voyage en soi parce que ben, on traverse quelques villages Maasai, on traverse la réserve du Ngorongoro, on peut déjà sur le chemin croiser des girafes, des zèbres, des gnous. Là, on voit les paysages sont plus verdoyants. Ça dépend à la saison à laquelle vous partez, que ce soit l'été ou l'hiver. L'hiver, en janvier-février, souvent dans le Serengeti, les paysages vont être beaucoup plus verdoyants. Les herbes vont être un peu plus hautes. Alors que l'été, ça va être beaucoup plus sec, plus jaune comme paysage, parce qu'en fait, l'hiver, janvier, février, il y a des petits risques, il y a un peu plus de risques. La saison sèche, en fait, est plus courte, donc il y a un peu plus de risques de pluie aussi qui rendent les paysages plus verdoyants. Alors que l'été, bon, bah, la saison sèche est plus longue, donc les paysages vont être un peu plus jaunes, brûlés. On dort toujours en campement. On a vraiment fait le choix de délaisser les lodges pour continuer sur notre esprit de camping. On est dans des campings sauvages mais privatifs, ce qui fait qu'on est seul sur nos campements. Mais il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière. On est en cœur de l'action. C'est pas rare qu'on se fasse visiter par quelques animaux la nuit. Évidemment, il y a des consignes de sécurité qui sont données. Il n'y a jamais eu non plus d'accident sur nos campements, donc il n'y a pas de stress avec ça. Mais il y a quand même des mesures de sécurité à voir parce que les hyènes sont des êtres curieux. Alors, ça se peut qu'ils rôdent un peu, puis qu'on voit des petits yeux au loin, mais c'est ça qui est tout le fun de cette expérience, c'est de se dire qu'on est vraiment, on entend tout. On est au cœur de l'action et en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un gros point fort aussi du voyage de vivre un safari dans ces conditions-là. Donc, encore une fois, on garde toujours la même équipe très réduite, parce que là, on est en Jeep, mais vous avez toujours vos guides avec vous, le même cuisinier pour la durée du voyage. Donc, c'est ça. Donc, on est dans des Jeeps comme, vraiment classiques, comme vous voyez, chacun sa petite fenêtre. Donc, souvent, on fait des petites sorties, soit le matin de bonne heure ou le soir. En fin de journée, le midi, l'après-midi, on fait des pauses. Souvent, c'est un peu trop chaud.
Alors, puis souvent l'action, c'est aussi en début de parcours, au début de journée, je veux dire, ou fin de journée qu'il y en a le plus. Un mot aussi, bah là c'est le l'Ngorongoro, mais un mot sur le Serengeti, si vous voulez différencier la meilleure saison entre l'été et l'hiver. Les 2 saisons sont des bonnes saisons. Je vous parlais de la météo, mais sinon en janvier, février, c'est le début de la grande migration. Ce qui fait que dans le Serengeti, nous, on est plus au sud. Il y a vraiment une concentration, plus marquée de gnous, de zèbres, d'antilopes à cette période de l'année, puisqu'ils vont débuter leur grande migration ensuite vers le nord pour aller rejoindre le Kenya, hem et la réserve de Masai Mara. Alors que l'été, juillet, août, ils sont déjà un peu plus avancés dans leur migration. Donc il faut aller les chercher un petit peu plus loin où on les trouve un peu plus, près des points d'eau. Mais ça reste une excellente saison aussi pour avoir des épisodes justement de chasse. Bref, il y a vraiment de même l'été là, c'est ça reste dans tous les cas, c'est une belle saison. Mais les gnous, les antilopes et les zèbres sont vraiment en grand, grand nombre en janvier, février. Et c'est aussi février la période des naissances. Donc ça bouge beaucoup à cette période de l'année. Donc en tout cas, s'il y a un intérêt très marqué pour, pour le safari, janvier, février, ça reste aussi, souvent une période de choix. Le cratère du Ngorongoro, c'est un endroit vraiment, vraiment exceptionnel, parce que même chose, c'est comme un cratère, un volcan qui s'est effondré, il y a 2 millions d'années, qui a laissé place à une énorme caldeira dont le diamètre fait à peu près 20 kilomètres et sur une superficie d'à peu près 300 kilomètres. Bref, c'est situé à 2 500 mètres d'altitude, alors que le Serengeti, on était plus autour de 1 500. Donc là, il faisait chaud dans le Serengeti, Ngorongoro, il fait un petit peu plus frais quand on est aux abords du cratère à 2 500 mètres. Et c'est bordé vraiment de parois rocheuses à pic tout autour, ce qui fait que ça donne une forme d'arche de Noé où il y a des animaux qui vivent là-bas à l'année. Donc c'est vraiment spectaculaire. C'est clairement un des plus beaux parcs du nord tanzanien, à ne pas manquer parce que, vraiment, vraiment, c'est magnifique. On peut croiser tous les animaux dans le Ngorongoro. Donc, en général, si jamais il y a des animaux qu'on ne verrait pas dans le Serengeti, bah, il y a de bonnes chances qu'on les retrouve dans le Ngorongoro. Donc, même chose, on va dormir une nuit aux abords du cratère. On n'a pas le droit de dormir dans le cratère, mais on dort vraiment aux abords, ce qui fait que bah, on a la chance de partir très tôt le matin, encore une fois, de bonne heure pour débuter notre journée de safari. Donc là, c'est le paradis des oiseaux. En tout genre, c'est vraiment, ouais, c'est une très, très belle journée, de safari dans le Ngoro avant de reprendre la route, donc tranquillement, pour, Arusha parce que finalement cette journée-là, notre 4e journée de safari, donc on profite du Ngorongoro. Ah, le relief à Poitrine, ça c'est tellement un de mes préférés. On retourne tranquillement donc, en direction d'Arusha pour prendre l'avion donc, en fin de journée. Alors voilà. Pour notre dernier chapitre safari, si je résume un peu, c'est sûr, c'est quand même un gros morceau le Kili. Si je résume un peu quand partir, donc on offre toujours plusieurs dates. En général, on offre 3, 4 dates à l'année. On offre toujours 2 dates à l'hiver, janvier, février, saison idéale parce qu'on en est dans la petite saison sèche, mais c'est vraiment le moment idéal pour partir ou l'été, juillet, août, parce qu'encore une fois, là, c'est la plus longue saison sèche, mais c'est vraiment parfait pour y partir. Il y a pas de grande différence en montagne. Il y a rien de notable en termes de météo. Il fera peut-être un petit peu plus froid, puis là, je parle d'une différence de plus ou moins 5 degrés en août versus, l'été, versus l'hiver. Mais sinon, il y a pas de grande différence. Dans le safari, la seule différence dont je vous parlais tantôt, c'est ça, c'est la saison des migrations et des naissances en hiver versus l'été mais ça reste dans les 2 cas une très bonne période. Hem, Notre prochain départ, du 20 juillet au 7 août, il est en cours de confirmation. Actuellement, j'ai déjà 5 personnes inscrites. On confirme dès la 6e personne, donc il se confirme, on y va cet été, à nouveau. Les dates pour 2025 ne sont pas encore en ligne, mais elles le seront bientôt. Mais sachez qu'on ira, certainement encore 2 fois en janvier, février. J'ai mes groupes de cette année qui reviennent tout juste, du Kili qui était, justement en janvier et en février. Tout le monde est allé au sommet avec le sourire, puis ça a vraiment été un super beau encore un beau succès. Donc, on a bien hâte de retrouver notre équipe. Si je vous résume un peu le niveau du voyage, mais ça, c'est sûr que si vous avez le moindre doute, appelez-moi ou appelez-nous au bureau. On s'en parle plus individuellement, mais sachez que c'est quand même un niveau de voyage qui est engagé. On parle de 2 treks, le Meru, le Kili, 11 jours de trek consécutifs.
On n'est pas dans quelque chose de technique, mais ça n'empêche que c'est des journées, possiblement de 7 à 10-12 heures de marche. Là-dedans, c'est sûr qu'il y a des journées aléatoires. On va avoir des journées de 4-5-6 heures de marche et d'autres qui vont être plus soutenues de 8-9-10 heures de marche. Mais c'est bien balancé dans l'ensemble. Puis des dénivelés allant de, comme c'est ça, parfois, 500 mètres à 1000-1200 mètres de dénivelé. Donc ça prend une bonne forme physique, bon entraînement. Ça me fera plaisir de vous parler de l'entraînement, mais il n'y a pas plus meilleur entraînement que de faire de la rando pour un voyage de rando. Donc gardez ça en tête et ensuite le volet altitude, évidemment, qui rend le tout aussi, exigeant et plus engagé. Donc à prendre en considération, mais ça évidemment, il n'y a pas d'entraînement, en amont pour l'altitude, c'est sur place que ça se passe, donc on ne se stresse pas avec ça. Chaque expérience et chaque voyageur est différent. Mais c'est ça, quand on est bien préparé physiquement, mentalement, en général, ça va super bien.